Delphine Verjat-Ranois, qui connaît parfaitement bien le problème, avec qui j'ai beaucoup échangé et j'ai beaucoup apprécié. L'air au bloc opératoire, en sachant que 1% des infections sont liées à l'air, à l'aérocontamination. Eh bien, voilà, donc votre exposé va nous éclairer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Ok, merci Patrice pour cette introduction. Effectivement, nous avons commencé en tant que CEPIAS Île-de-France, chargé de la mission nationale SPICNI, un partenariat avec certaines sociétés savantes de chirurgie, dont l'AFC, l'Association française de chirurgie. Donc, nous sommes ravis de participer à cette session organisée par l'Académie nationale de chirurgie. Je remercie les organisateurs. Alors, sur le thème de l'air au bloc opératoire, nous sommes en fait plus ou moins deux à présenter quelque chose. Donc, moi, j'ai choisi de vous présenter plutôt une synthèse des recommandations françaises et Gabriel Birgan, qui va faire l'intervention suivante, je crois, fera plutôt une analyse de la littérature ciblée sur des points précis et plus critiques en termes de débat à avoir aujourd'hui. Donc voilà, il semble que certains chirurgiens n'ont pas forcément une formation poussée sur ces questions d'air opératoire, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais voilà, je fais une synthèse des points principaux. Alors, voilà. Donc nous sommes face au niveau du bloc opératoire donc à une zone à environnement maîtrisé, donc qui suppose d'avoir un traitement de l'air et cette démarche de traitement s'inscrit dans une approche globale de maîtrise des risques et également pour le confort des personnes présentes. La protection et le confort doivent être assurés en effet pour les opérateurs, pour les patients opérés, auquel s'ajoute également une protection des dispositifs médicaux, puisqu'il a été montré par différentes publications que le matériel, une fois donc introduit en salle d'opération, peut se contaminer au contact de l'air. Et donc c'est important au vu de toute la préparation que suppose d'avoir du matériel stérile en salle d'opération, que les conditions de leur utilisation soient garanties et préviennent tout risque de contamination. Alors, cette protection de l'air se fait vis-à-vis de différents polluants, des polluants particuliers. On en parle notamment du fait des différentes tailles de particules présentes dans un bloc. Et il peut y avoir des polluants de type chimique. On peut par exemple citer les gaz anesthésiants, certaines fumées en lien avec des activités chirurgicales utilisant des bistouris, de l'électrocoagulation, de l'électrochirurgie, et puis des polluants microbiologiques qui sont liés à la présence et à l'activité humaine. Alors la salle d'opération, d'un point de vue réglementaire, c'est une salle locale à pollution spécifique et il y a certains articles du Code du travail qui rendent bien compte de cet aspect. Donc, il y a un aspect donc, purement santé des travailleurs, le demande de maintenir un état de pureté de l'atmosphère pour préserver leur santé. Et puis il y a également une notion de confort, puisque on ne veut pas de température trop élevée, et pareil pour l'humidité, pour certaines conditions qui peuvent retirer les conditions de travail dans ce secteur. La définition d'un local à pollution spécifique est un local dans lequel des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeur, aérosol, solide ou liquide, et également des micro-organismes potentiellement pathogènes. Donc on est bien dans un secteur à pollution spécifique. Alors, quelques mots sur les polluants de l'air. Donc, ils sont émis par différentes sources, les professionnels et les patients eux-mêmes, qui avec les swannes et les gouttelettes par exemple, peuvent contaminer l'air de la salle, les tenus professionnels, certaines fibres
On peut les retrouver également en quantité en tant que particules dans l'air. Et puis, je donnerai deux exemples concernant le matériel et équipement et l'activité chirurgicale qui sont cités dans les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière de 2015 sur l'air. Par exemple, l'air pulsé n'est pas recommandé. Et puis, les fumées doivent être limitées grâce à des systèmes d'aspiration, puisque ce sont des aérosols qui sont extrêmement gênants pour travailler dans la salle d'opération. Alors, les différents types de particules, je vous en parle d'un point de vue terminologique, puisque dans la suite de la présentation, on va en reparler. Vous avez des particules inertes d'une part, et puis des particules viables qui sont des particules inertes, comme par exemple des poussières, qui vont être vecteurs de micro-organismes. Et quand on va parler de contamination particulière, ça va être pour l'ensemble de ces particules. Par contre, si on parle uniquement de particules viables ou de micro-organismes, on parle aérobiocontamination. Donc, on vient de voir que la salle d'opération est une locale à pollution spécifique. C'est également une zone considérée comme à haut risque infectieux, voire très haut risque infectieux. Et il existe donc des recommandations de notre société savante d'hygiène concernant ces recommandations de prévention du risque ISO. Alors, ce qu'il est préconisé, c'est bien sûr un traitement d'air. Il existe depuis de nombreuses années dans les blocs. Et simplement, pour rappel, ce traitement d'air est constitué de différentes mesures complémentaires qui sont l'apport d'air neuf, la filtration, la surpression, le renouvellement de l'air et reposant sur un régime de distribution. Donc le schéma à côté vous présente l'articulation entre ces différentes mesures, la filtration étant servant donc à épurer l'air introduit dans la salle d'opération, qui doit être de l'air neuf dans une certaine proportion, et éventuellement pour des raisons d'économie de l'air également recyclé, mais qui est filtré. Et ces filtres terminaux qui sont dans la salle d'opération sont précédés dans la centrale de traitement d'air d'un certain nombre de filtres. Il y a un gradient de filtration et tout un réseau de gaines en fait, qui amène l'air au lieu ciblé. La surpression, vous savez, c'est pour empêcher principalement l'air des pièces adjacentes de pénétrer dans la salle d'opération et de protéger donc la salle. Vous avez également une surpression, c'est la surpression, pardon, qui doit être donc de 15 pascal. Ce gradient est à surveiller par le personnel de la salle d'opération à chaque ouverture de bloc, ainsi que la température et le taux d'humidité. Et puis le flux, donc là c'est un exemple de flux turbulent, on va voir qu'il y a plusieurs régimes de distribution, plusieurs types de flux, et on va en reparler puisque l'actualité fait avancer un petit peu les choses à ce sujet. Donc deux petits mots sur les régimes de distribution. Donc non unidirectionnel, c'est la nouvelle terminologie pour turbulent, et unidirectionnel pour le flux laminaire, qui sont représentés ici sous des schémas de salles blanches, mais c'est à peu près le même système en salle d'opération. Et donc, la grande différence, c'est que pour le premier, on va avoir un air filtré, brassé, mélangé à l'air de la salle, et qui est insufflé par des bouches de soufflage et repris par d'autres bouches qui sont situées en partie basse, alors que les premières sont plutôt en partie haute du bocal. Et le flux laminaire, donc, qui est un air filtré sous forme de filet parallèle, qui traverse la salle, alors, le plus souvent sous format vertical, plafond soufflant avec des reprises en partie basse, et parfois horizontal sous un autre modèle. Ce qu'il faut absolument éviter en termes de pratique, c'est tout obstacle au niveau de ces bouches de soufflage ou de reprise, que ce soit du personnel ou des équipements, puisque ça va perturber les performances du système de traitement. Et par ailleurs, en cas de flux laminaire, il faut que la table d'instrumentation soit bien comprise dans le flux pour qu'il y ait une efficacité à ce niveau-là et une non-contamination des dispositifs médicaux par ce biais. Alors, concernant les classes de contamination, vous avez une norme très connue et qui est une référence d'avril 2013 qui définit des classes à risque.
et les niveaux de traitement d'air nécessaires associés, ainsi que les méthodes de traitement de l'air indiquées. Donc, vous voyez qu'il y a tout un gradient de la classe 2 à la classe 4. La classe 2 concernant des parties du bloc qui sont plutôt le stockage des dispositifs médicaux stériles, les circulations d'accès, la salle de soins post-interventionnelle, éventuellement tout ce qui est préopératoire. La majorité des spécialités chirurgicales sont plutôt classées en 3, avec un niveau de qualité d'air qui est d'ISO 7, et le niveau 4 est réservé à l'orthopédie prothétique articulaire. Elle nécessite, d'après la norme, un niveau ISO 5, qui est plus élevé, plus exigeant pour le traitement d'air, et ne peut être obtenu qu'avec un traitement d'air unidirectionnel, donc laminaire. La différence entre ces deux niveaux de qualité d'air, ISO 5 et ISO 7, sont résumées dans ce tableau. Vous voyez donc, il y a plusieurs critères. Les principaux sont la cinétique d'élimination des particules, qui est la vérification d'une efficacité dynamique. Donc les performances de traitement sont jugées sur la base d'une diminution de 90%. Alors vous voyez que pour ISO 7, on est dans un temps de 10 minutes, alors que pour ISO 5, on atteint ce seuil en 5 minutes. Il y a d'autres différences concernant la contamination particulière, toujours sur une taille de 0,5 microns, l'aérobiocontamination et la contamination microbiologique des surfaces, avec vous voyez, des seuils qui sont, pour la contamination particulière, 100 fois plus stricts pour l'ISO 5, 10 fois pour l'aérobiocontamination et 5 fois pour la contamination des surfaces. Donc ce qu'on recherche au niveau des surfaces, c'est notamment les contaminations fongiques de type aspergillaire, qui doivent être absents a priori sur voilà, une surface de 25 cm². Alors, un petit mot sur le flux unidirectionnel, puisque il y a eu des changements récents. Enfin, en 2018, un avis est sorti, rédigé par la Société française de hygiène hospitalière, qui vient compléter la recommandation numéro 1, publiée en 2015 dans le guide sur la qualité de l'air. Alors, à l'époque, il était noté qu'il était recommandé donc, un traitement par flux unidirectionnel en chirurgie orthopédique prothétique. Et actuellement, donc récemment, donc, il y a eu toute une revue de la littérature complémentaire pour voir s'il y avait possibilité d'envisager cette démarche d'une façon un peu plus souple, du fait de problèmes de coût et de mise en œuvre délicate de ce flux laminaire. Et donc, la SF2H et les experts ont décidé de proposer donc que le flux unidirectionnel ne soit pas forcément recommandé, mais possible, ce qui sous-entend donc qu'on a le choix d'utiliser cette méthode ou pas pour la chirurgie orthopédique prothétique. Donc c'est quand même une beauté. Il est rappelé quand même en parallèle que ce choix de type de flux doit se baser sur une analyse de risque faite localement. Et puis que ça justifie tout ça par le fait que avoir le plus haut niveau de traitement d'air via ISO 5 est très bien, mais cette performance peut être mise en cause si les comportements ne sont pas adaptés. Et donc peut-être l'idée c'est peut-être qu'il vaut mieux avoir un ISO 7 performant qu'un ISO 5 qui soit fragile et dont les performances ne soient pas garanties en permanence. Donc, voilà cette actualité de 2018. Alors, pour rebondir sur ces questions de stratégie, de choix de traitement de l'air, je dirais qu'en résumé, il y a quelque part un aspect qu'on peut dire cité de préventif et puis un aspect curatif. Alors, l'aspect préventif, c'est que quand même, on compte sur le fait qu'on va essayer d'éviter d'introduire dans la salle d'opération des particules, d'en produire ou de les mettre en suspension. Et ça recourt à un certain nombre de mesures, ça intervient au niveau du choix de la tenue professionnelle,
de la stérilité et de la propreté du matériel, de l'entretien des surfaces et des équipements de la salle. Grâce à toutes ces actions, on limite au maximum la quantité de particules présentes dans la salle d'opération. Et puis on va dire que le traitement d'air intervient pour éliminer ce qui reste, ce qui n'est pas évitable. Et donc ça suppose, et ça va fonctionner évidemment si on a un nombre de personnes qui correspond à ce qui est juste nécessaire et si on limite les allées et venues. Donc ça, je pense qu'Gabriel va vous en reparler très en détail, même des ouvertures trop fréquentes de portes qui font que le traitement d'air ne va pas être aussi efficace que l'attendu. Intervient également le temps de repos entre deux interventions, qui dépend de la cinétique de décontamination particulière dont on a parlé tout à l'heure. Alors, juste un mot par rapport au bio-nettoyage qui est très important. C'est un temps évidemment qui est... on essaye de réduire au maximum pour que les interventions s'enchaînent, mais c'est vrai qu'il y a une importance parce qu'il y a une vraie relation entre la contamination des surfaces et la contamination de l'air. Vous voyez sur le schéma au-dessus, il y a donc à partir de l'air un dépôt possible de particules sur les surfaces. Celles-ci peuvent être remises en suspension si elles ne sont pas éliminées justement grâce au nettoyage. Ce qui est important, et sachant que les mains des opérateurs sont en contact potentiellement avec ces surfaces, le matériel et le patient opéré, donc on essaye de jouer sur tous ces facteurs qui peuvent aggraver la situation. Après avoir vu donc les différentes caractéristiques de ces traitements d'air, je vous propose de regarder quelques minutes tout ce qui concerne la surveillance, les contrôles et la maintenance de ce système, puisqu'il y a un certain nombre de principes à bien connaître. Donc, ils sont nécessaires, quel que soit le niveau de qualité de l'air, c'est valable pour ISO 5, ISO 7, voire ISO 8. Alors, en ISO 8, on a un peu moins d'éléments à surveiller, mais il y a quand même quelque chose à faire. Ils doivent être réalisés par du personnel formé à ces questions de contrôle et de surveillance et régulièrement évalués. Donc ça veut dire qu'on va regarder leurs pratiques et s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans ce qui est fait. Les résultats doivent être mis à disposition d'un certain nombre de personnes, dont les utilisateurs de la salle. Alors pour la pression, la température, l'hygrométrie, il y a des systèmes, des manomètres, hygromètres et thermomètres qui permettent d'avoir accès facilement à ces données. On verra que tout ce qui peut être dysfonctionnement de ces paramètres est aussi important à diffuser donc au gestionnaire du bloc, éventuellement au conseil de bloc. C'est le cas pour des incidents notamment beaucoup plus importants concernant les autres paramètres suivis. Ces éléments, bien sûr, sont des prérequis à l'ouverture de la salle, c'est pour ça qu'on peut là-dessus, qu'il y a tout un aspect traçabilité importante des données. Alors, ce qui est très important quand on met en place des contrôles, c'est bien sûr d'avoir des seuils d'interprétation. Et ça existe, on les retrouve dans la norme, dans différents guides existants. Également, bien avoir sous la main les conduites à tenir en cas de dépassement de ces seuils, car avoir à arrêter une activité sans savoir ce qu'on a à faire au vu des résultats est toujours un problème. On a vu des cas d'établissements qui nous appelaient pour une contamination aspergillaire dans la panique. Il faut vraiment, il y a beaucoup de guides qui peuvent aider à mettre au point ces conduites à tenir qui dépendent bien sûr des conditions locales. C'est très important d'insister sur ça. Enfin, donc, de l'information, je vous en parlais, des opérateurs, des gestionnaires de bloc et du conseil de bloc sur l'état de fonctionnement du traitement d'air est très important. Souvent, c'est pas le cas, d'après les échanges qu'on a avec, par exemple, le personnel paramédical du bloc, qui n'est pas toujours informé des incidents. Même, c'est important de savoir que tout fonctionne bien, c'est rassurant. Rapidement sur ce tableau, je ne vais pas détailler, on n'a pas le temps, mais je vous dirais que donc il y a deux grands types de contrôles mis en œuvre actuellement, des contrôles de fonctionnement du système de traitement d'air et des contrôles de résultats d'autre part.
Et ça se passe sous forme de 3 modalités. Donc il y a un contrôle continu, que j'ai appelé continu, c'est-à-dire qui est vraiment très fréquent au quotidien pour certains. On a vu les mesures de la surpression et la surveillance de la température hygrométrique qui sont faites par l'infirmière circulante au niveau de la salle d'opération. L'efficacité des filtres via la perte de charge est contrôlée et signalée en cas de problème par des alarmes au niveau des services techniques. Ça, c'est le premier niveau de contrôle et surveillance. Vous avez aussi en routine, et là, c'est une fréquence qui est laissée à l'appréciation des établissements, mais il y a des indications qui sont données dans certains guides, comme le guide de 2016 sur la surveillance de l'environnement. Vous avez donc les classes de propreté particulière, l'aérobiocontamination et le contrôle microbiologique des surfaces qui peuvent faire l'objet comme ça d'un contrôle régulier dans l'année. Et puis vous avez la démarche de requalification qui s'impose et qui est en général annuelle, et qui est une vérification de tous les aspects critiques, enfin tous les points critiques du système de traitement d'air. Voilà, la classe de propreté particulière est quand même le plus recommandé des contrôles, d'après notre société savante. C'est surtout pour une question de mise en œuvre plus facile, de résultats immédiats et de reproductibilité par rapport à tout ce qui est microbiologique, qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Un petit mot sur la maintenance, donc maintenance curative qui est incontournable quand on a une panne, réparation à faire. Donc, c'est une démarche qui est menée. Alors, elle est importante. Il est important de savoir qu'elle est accompagnée d'une maintenance préventive qui peut justement aider à diminuer la fréquence des réparations nécessaires. Elle se fait en tout cas la maintenance curative, il faut faire attention à la faire en dehors de toute activité opératoire, donc ça demande une coordination entre les services techniques et chirurgicales. La maintenance préventive, elle est très recommandée. Évidemment, c'est une démarche supplémentaire et un coût supplémentaire pour la salle d'opération et le bloc en général. Mais c'est différent d'une requalification. Là, ça va être, au vu des résultats de surveillance, corriger les problèmes rencontrés avant que ça produise un effet beaucoup plus important. Donc, ça suppose un réglage, un entretien de certaines ou un changement de certaines pièces en prévention. Voilà, les incidents. Voilà, ça se fait donc une fois par an sur les recommandations de l'installateur et ça concerne l'ensemble du système de traitement d'air et de la centrale de traitement d'air. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion qui est en 3 parties. Donc, on l'a vu, le traitement de l'air est un élément incontournable de plusieurs façons. Des recommandations existent et c'est utile, mais elles n'empêchent pas d'avoir à envisager une analyse locale des risques. Il est très important d'un point de vue pluridisciplinaire. On s'interroge sur les risques locaux et qu'on détermine ainsi de façon précise quel type de traitement d'air est utile pour tel type de salle d'opération au vu de son activité, des conditions locales. Bien sûr que l'analyse a posteriori des causes est également fortement recommandée lors de dysfonctionnements puisqu'ils vont aider à éviter que ça survienne à nouveau. Et il y a une grande implication à ce niveau-là du conseil de bloc qui non seulement reçoit des informations de la part des personnes qui font des contrôles sur ce système de traitement d'air, mais également doit intégrer ce système de traitement d'air dans la charte de fonctionnement et être informé régulièrement et prendre des décisions aussi par rapport aux actualités. Alors, quand je vous ai parlé, je voulais vous dire que concernant la notion de flux unidirectionnel ISO 5 en chirurgie prothétique, quand on parle de éventuellement passer à ISO 7, c'est surtout pour les nouvelles salles, les nouveaux blocs, il n'est pas question de tout changer, changer ce qui est en place actuellement. Le deuxième point, excusez-moi, c'est bien de faire prendre conscience que le traitement d'air est un système qui requiert des investissements financiers importants, que ce soit l'installation ou pendant l'exploitation.
Vous avez vu qu'on privilégie l'approche particulière. Ça mobilise de nombreuses équipes, non seulement l'équipe médico-chirurgicale bien sûr impliquée, mais les services techniques, les hygiénistes pour le suivi et le contrôle. Donc il y a un aspect tout à fait collectif qui est important. Et à côté de cet aspect collectif, il y a un aspect individuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un système qui fonctionne de lui-même comme ça, tout va bien, des personnes s'en occupent. Chacun est concerné par le respect de ses conditions de fonctionnement. Ça justifie totalement de faire des formations, de la sensibilisation des professionnels qui y travaillent au risque de remettre en cause un peu les performances du système et donc son intérêt, en ne respectant pas certains points importants qui concernent ce système de traitement d'air. En tout cas, ce sont des conditions pour assurer vraiment et garantir les bénéfices attendus du système, sachant qu'il y a aussi un aspect symbolique à l'existence de ces systèmes de traitement d'air, dans le sens où travailler dans des conditions d'hygiène optimisée, pour faire en sorte que les bonnes pratiques, vont inciter à réaliser des bonnes pratiques en parallèle. Voilà, pour terminer, dire que ce traitement d'air est un système collectif. Bien sûr qu'il contribue à la prévention des îlots pour différentes raisons, mais il ne faut pas se reposer que sur ce système. Et donc, évidemment, il y a possiblement une fausse sécurité à penser que ça va suffire pour limiter les îlots. L'importance, donc on n'insiste jamais assez sur ce point, c'est l'importance des bonnes pratiques individuelles d'hygiène on sait que le risque par contact, et Pascal Astani l'a rappelé tout à l'heure, est quand même beaucoup plus important que le risque lié à l'air, notamment dans d'autres spécialités que la chirurgie prothétique articulaire. L'organisation des soins, évidemment, est très importante aussi, ainsi que la formalisation des circuits. Et il est important de tracer toutes les actions d'incident pour pouvoir avoir une gestion des risques optimale par rapport à tout ce qui peut intervenir comme événement au sein de ce système. Donc, j'en arrive à vous remercier de votre attention. Pour vous dire aussi qu'au niveau du programme Speak Me, donc Pascal Astani vous a parlé à l'instant, on va essayer de diffuser une foire aux questions sur les questions relatives aux zones d'environnement maîtrisé, aux actions, questions qui peuvent se poser concernant le choix des traitements, leur exploitation et l'optimisation de leur utilisation. Donc ça sera tout à fait intéressant pour nous de savoir un petit peu quelles sont vos interrogations actuelles sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine.